Salut, Salut! ça va? Ben oui, toi? Oui, on est de retour à l'enregistrement de Scienturion après mes vacances. C'était honnêtement une des choses qui m'a motivée de revenir de vacances. Le podcast? Ben oui. C'est pas ton doctorat qui t'a motivé à revenir? Et bonne ta blague! Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais j'ai énormément de choses à faire évidemment en retour de vacances, mais j'avais vraiment hâte de revenir ici pour enregistrer. Ben, on est parti. Ouais, fait qu'aujourd'hui, on s'en va dans un domaine qu'on connaît du tout. Ben non, un peu. T'as un fait peu. un bac en foresterie. Non, j'ai pas fait Ben, ça. J'ai fait une session. T'as fait une session. Tu connais un peu le domaine. Mais OK, c'est un concept scientifique qu'on connaît légèrement. Ouais. Mais aujourd'hui, on a un spécialiste sur le sujet. Fait qu'on reçoit Olivier Stocker, qui est étudiant au doctorat en géomatique. Donc aujourd'hui, on parle de géomatique. Ça va bien? Bah ouais, très bien. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Ça nous fait super plaisir. Fait que c'est ça. Fait qu'on on s'en va un peu plus vers des sciences peut-être plus mathématiques, informatiques. On a décidé de prendre une nouvelle direction. Fait qu'on est vraiment très content de t'avoir aujourd'hui pour parler de ce domaine. Fait qu'en fait, tu es à l'Université Laval, tu es au doctorat, puis tu fais partie du Centre de recherche en données et intelligence géospatiale. Plus communément connu sous le nom de CRDIG, pour les intimes. CRDIG. Pour les... c'est ça. Tu nous as parlé un peu de ton projet de recherche. Tu travailles beaucoup avec des données en foresterie, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet de recherche? Ouais. On va direct comme ça. Allez, paf. Non, en vrai, je pense que ça vaut quand même le coup de parler un peu de géomatique. Ouais, on Histoire peut de- commencer par c'est quoi la Histoire géomatique? de Ouais, pas c'est- perdre tout le monde Les déjà gens dès ont le entendu début. géomatique, en fait, Ouais. au revoir. Voilà, je c'est ça. supprime. Non, OK, c'est vrai. Géomatique. On reprend. Zoup, zoup. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi la géomatique? Alors du coup, la géomatique, c'est un domaine qui est large et en fait, on est souvent rattaché à ça et on s'en rend pas compte. Genre par exemple, avec Google Maps, c'est une application de géomatique parce que géomatique, simplement géographie et informatique. Donc en fait, on en voit partout dans notre vie, mais en fait, on ne sait pas que ça s'appelle géomatique, on ne sait pas qu'il y a des outils qui sont développés pour ça et qui optimisent du coup tous les processus qu'il y a derrière, le traitement, la gestion de données, l'acquisition de données. Et voilà, ça c'est le terrain large de ce que c'est la géomatique. C'est de la cartographie moderne. C'est exactement ça. C'est Ok. plutôt que de faire ça à la main comme les Ouais. cartographes d'antan. Ouais. Très rigolo parce que si jamais certains ont l'occasion de passer au département de géomatique de l'Université Laval, il y a une carte qui est affichée qui date de il y a très longtemps, une carte dessinée à la main de l'Europe. On voit qu'elle est toute croche. On reconnaît les formes, on reconnaît les pays, mais on n'y est pas encore. Et du coup, c'est très intéressant de voir l'évolution du coup de la discipline et de voir que en fait, dans le temps, ils étaient obligés de longer les côtes et il y avait un dessinateur, ouais, un cartographe qui dessinait ça à la main. Aujourd'hui, on a des satellites, on regarde avec ça, avec Mhm. vue d'en haut, avec de l'optique très précise, donc on a des cartes de plus en plus précises, mais ça fait partie des champs de recherche de comment est-ce qu'on améliore tout ça, comment est-ce qu'on fait pour comprendre notre territoire. Fait que tout le monde, un peu partout, on utilise la géomatique sans nécessairement s'en rendre compte, Ouais. 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 notamment avec Google Maps, d'ailleurs. Pour se rendre au studio, C'est un j'ai déjà des- dû utiliser Google Maps. C'est un des principaux outils qui est utilisé. C'est ça. C'est le meilleur exemple pour faire comprendre. OK. Fait que toi, tu travailles pour optimiser notre genre de cartographie moderne. Ouais, alors précisément ce que je fais, c'est, pour le nom technique, un peu, je fais de la vision par ordinateur en foresterie. Ce que j'essaye de faire, c'est essayer de détecter les arbres dans les forêts. Alors, ce qui se passe, c'est que pour mieux comprendre comment évoluent les forêts, parce qu'on sait surtout que les forêts, je me concentre sur les forêts boréales, et on sait que les forêts boréales sont soumises à de gros changements vis-à-vis du réchauffement climatique, Mhm. vis-à-vis des coupes. On a aussi, voilà, en plus, on est Les en plein feux dans de le forêt. thème. Voilà, on est exactement en plein dans le thème. Très récemment, il y a eu des feux énormes au Québec. Ouais, encore. Ottawa complètement sous le brouillard de la fumée. Les gens qui ne pouvaient pas sortir parce que Mhm. c'est toxique. Et en fait, ça, c'est des perturbations qui seront de plus en plus fréquentes. Et on a besoin de comprendre comment est-ce que ça évolue. Et une des étapes de cette compréhension, c'est d'essayer de cartographier les espèces d'arbres qu'on a sur le territoire. Mm. Et c'est là que j'interviens, à essayer de dire, comment ça se passe, quelles sont les espèces qu'on a, et est-ce qu'on peut estimer la capture de CO2 qu'on a, est-ce qu'on peut estimer la fragilité des territoires, est-ce qu'on peut estimer la quantité de biocarburants qu'il y a, donc à quel point ça peut bien brûler, etc. Ça, c'est la détection d'objets, c'est un point d'entrée à tous ces domaines-là. Et ce que je fais, c'est qu'il y a des scans 3D qui sont faits de la forêt. C'est ce qu'on appelle des scans LIDAR. C'est une technologie, on pourra en reparler après plus précisément. Mais cette technologie-là permet d'avoir un scan 3D de la forêt
Et dans ce scan, c'est un peu comme un nuage de points, on essaye d'identifier, moi j'essaye d'identifier les espèces d'arbres qui se situent. Donc épinette noire, sapin baumier, Est-ce que c'est clair? etc. Est-ce que c'est vraiment facile de déterminer, OK, ça c'est un sapin baumier versus ça c'est un Non. épinette? Non, c'est ça. C'est quand même pas mal difficile, d'autant plus que habituellement ce qui est fait, c'est qu'on utilise de la donnée LIDAR et de la donnée spectrale, hyperspectrale, multispectrale. Alors, pour pas vous perdre, quand on fait de l'imagerie classique, normalement c'est du rouge, vert, bleu. On connaît les 3 couleurs primaires. C'est pas rouge, jaune, bleu, parce que ça c'est les primaires pour l'impression et le dessin, mais en lumière visible c'est rouge, vert, bleu. Ça c'est les 3 couleurs primaires. Et en fait on a ça parce que sur le spectre lumineux, nos cônes dans nos yeux habituellement on en a 3 et c'est ces 3 là. Donc quand on a développé des applications pour l'optique, on a fait la même chose que ce qu'on fait avec nos yeux, c'est qu'on a des capteurs rouge, vert, bleu. Donc on a très l'habitude de ces longueurs d'onde, mais en fait il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'infrarouge, et il y a jusqu'à la radio, et en fait les longueurs d'onde qu'on utilise pour la foresterie vont de 400 nanomètres jusqu'à 2000 nanomètres. Donc ça, et le visible, il est limité entre 400 et 800 à peu près. OK. Et donc en fait, on regarde un peu plus. C'est-à-dire comme des couleurs que nous, humains, on ne voit pas, mais qui sont quand même là. Et ces couleurs-là aident aussi à différencier les espèces. Donc en fait, il y a 2 aspects pour essayer de mieux comprendre les espèces. Il y a l'aspect spectral et il y a l'aspect géométrique. Et moi, je me concentre plutôt sur l'aspect géométrique, et c'est quand même très compliqué, parce que je n'utilise pas les 2 sources en même temps. Et ce qui se fait habituellement pour bien détecter les espèces, c'est de combiner les 2. OK, fait que, je comprends. Ouais, parce que sinon, c'est impossible de savoir avec un seul outil. Ça vient comme complémenter pour être sûr que, OK, ça, ce que je vois, c'est vraiment un sapin versus... C'est ça. Oh my Et God. du coup, les différents sapins, les chênes, les érables, ils auront tous une couleur un peu différente, surtout tout au long de l'année, parce que ils ont des phases de maturation qui sont différentes. Donc en fait, si on a des images régulières dans toutes ces couleurs-là, on arrive beaucoup plus facilement à identifier les espèces. Et quand on regarde la littérature scientifique, on se rend compte qu'effectivement, associer le géométrique et le spectral, c'est vraiment bon. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est améliorer le géométrique le plus possible. Et si j'y arrive, je sais que j'arriverai à augmenter aussi ce qu'on fait quand on combine les 2. Et pour ça, j'utilise l'intelligence artificielle. Mais tes données, t'es as de où? Alors, ça vient un peu de partout. C'est surtout le gouvernement du Québec, OK, le ministère de... le MFFP anciennement. OK. Maintenant, c'est MRNF. Ça a changé très récemment. Ok. C'est le ministère des Ressources naturelles et forestières. OK. Et avant, c'était le ministère des faunes, la faune, la flore et des parcs. Mais Oui, ils ont changé. Ils ont repris le secteur forestier et ils l'ont mis avec les ressources minières du MRNF. Donc, c'est un peu changé. Mais en fait, eux, du coup, ont un besoin de suivi et de compréhension du territoire. Ouais. Ils sont surtout intéressés par les points au sol. Enfin, par identifier les altitudes au sol pour essayer de voir comment se situe le terrain, essayer de voir les écoulements et tout ça. Ah oui, OK, ouais, savoir si c'est une montagne, c'est quoi Voilà, l'élévation, avoir le degré de pente puis tout. Là. Exactement. Une cartographie du relief très précise. Et en fait, ils font les scans LIDAR et vous pouvez aller voir sur les sites des forêts ouvertes, il y a aussi, et le site du ministère, il y a toute une campagne d'acquisition LIDAR qui est planifiée. Donc en fait, le LIDAR que j'utilise, il y a plein de sortes de LIDAR, mais celui que j'utilise, il est monté sur un avion, et donc on passe en avion et on scanne la forêt avec ça. Et en fait, il y a des campagnes d'acquisition qui sont planifiées jusqu'en 2025, si je ne me trompe pas, sur tout le Québec. Et une partie aussi de mes travaux, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas améliorer un peu les réglementations sur l'acquisition, parce que pour l'instant, les acquisitions qui sont faites, c'est-à-dire qu'on fait un nuage de points. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment on fait un nuage de points, mais en gros, le LIDAR, c'est une technologie où on envoie une onde laser avec un appareil. C'est un peu comme un distance-mètre. Vous voyez les petites télécommandes là? Ouais. En gros, tu bipes contre un mur et ça te donne la distance qu'il y a vers le mur. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est très simple. C'est t'envoies une onde lumineuse, tu mesures son temps de trajet et vu que tu connais sa vitesse, tu peux avoir la distance. Ressortir la distance. Voilà. Fait que c'est ça que tu fais. Et ça, c'est un des principes du LIDAR. Et en plus, si tu connais exactement l'angle de tir et ta position, par calcul mathématique, tu es capable de donner précisément la position du point que tu as touché contre le mur. Je comprends. X, Y, Z. Et donc là, ils se sont dit, tiens, on va foutre ça sur une perceuse.
on va faire tourner ça à 360 et ça va nous permettre de scanner tout notre environnement en 3D. Et en fait, ça va renseigner toutes les surfaces qui sont touchées. Et donc, si maintenant tu mets cette perceuse qui tourne sur un avion, tu vises le sol, bah, tu vas avoir un nuage de points qui décrit la géométrie des surfaces qui sont touchées. Mais ça doit être énorme comme quantité de données. Ça doit être... C'est énorme. C'est énorme. Ouais, parce que c'est pas juste une photo. Est-ce que c'est comme en continu qu'il le fait ou... Ouais, en gros, tu as le laser qui tourne en continu pendant que Aïe, l'avion aïe. circule et tu as l'acquisition qui est faite. Alors, en fait, il y a plusieurs types. Il y en a certains qui tournent, il y en a certains qui aussi. En gros, pour ceux qui sont montés sur avion, après, il en existe des terrestres qui sont beaucoup utilisés en bâtiment. Où, bah, là, tu as vraiment un petit scan. C'est aussi utilisé en foresterie, d'ailleurs. J'en utilise aussi en foresterie. Et il en existe aussi qui sont montés sur les voitures. Sur les tout nouveaux téléphones iPhone, c'est aussi branché dessus. Et en gros, il y a un tout petit capteur LiDAR qui vous permet, avec Oui, votre c'est téléphone, vrai. de scanner en 3D C'est l'environnement. vrai, j'avais C'est vu vraiment, ça. c'est assez impressionnant. Et c'est assez rigolo parce que j'ai des collègues qui regardent un peu s'il y a moyen d'utiliser les lidars d'iPhone pour faire ce qu'on essaie de faire avec des appareils beaucoup plus chers. Mais, ouais. Puis est-ce que c'est efficace, les lidars? Ça marche vraiment bien. Par contre, on n'a pas la même densité de points. Parce que justement, avec les appareils, on peut faire plus de points, c'est-à-dire plus de tirs lidar par centimètre carré. Et ça joue beaucoup sur la description de la forme. Ouais. Et ça joue aussi en foresterie, c'est là où je reviens par rapport à ce que je disais. En forêt, ce que fait le ministère, eux, ils sont intéressés surtout par le sol. Donc en gros, quand ils font des acquisitions, ils vont avoir à peu près une dizaine de points par mètre carré. Donc vu qu'un arbre, c'est à peu près 9 mètres carrés, on peut compter 90 points pour décrire la géométrie de l'arbre. D'un seul arbre? C'est très peu. C'est très peu pour réussir à identifier l'espèce. Et donc c'est pour ça que les données du ministère sont un peu limitées. Et c'est pour ça que j'ai fait évoluer ma recherche vers du LiDAR, vers une génération virtuelle de LiDAR, pour essayer de me créer de la donnée d'apprentissage pour mon IA. Parce que celle que j'avais justement n'était pas... Ouais, c'est ça. Toi, tu fais du deep learning. Exactement. Fait que tu crées des fausses données, des données virtuelles, puis tu essayes de les appliquer dans Ouais. la vie réelle. C'est ça. En gros, le problème du deep learning, donc deep learning, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise, c'est l'intelligence artificielle. C'est lié à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, en fait, c'est un bloc énorme qui regroupe beaucoup de méthodes. Et en fait, c'est très rigolo de voir que tout le monde parle maintenant d'intelligence artificielle, mais le terme est très mal défini. En fait, intelligence artificielle, ça compte aussi pour un programme tout bête avec des si. Genre, par exemple, si je bouge mon stylo, fais ça. Si Ouais, je lève le bras, lève l'autre bras. Ça, on se dit c'est un algorithme complètement bête, mais en fait, c'est considéré comme de l'intelligence artificielle. Et dans les sous-groupes de l'intelligence artificielle, on peut descendre. Après, on a des techniques d'apprentissage, qu'on appelle de machine learning. Et dans ces techniques de machine learning, il y a un sous-groupe qu'on appelle le deep learning, qui est vraiment spécifique, qui a été popularisé que depuis 2011 à peu près. Alors, ça a été en développement, la théorisation date des années 70, mais les approches... Donc il y a deux choses qui ont fait que ça s'est développé. D'une part, l'évolution du matériel informatique qui a permis le développement, Ouais. et d'autre part, l'évolution des connaissances mathématiques qui ont permis de rendre efficace le processus d'enregistrement, enfin Ben oui, parce qu'on d'optimisation de ces Partout, algorithmes. l'intelligence artificielle, tout le monde utilise ça dans tous les domaines maintenant. Et oui, c'est ça. Et en C'est fait, fou. l'intelligence qui est utilisée, c'est du deep learning. C'est le deep learning en fait qui est utilisé partout parce qu'il Ok. est très performant. En fait, il permet de s'affranchir de beaucoup de contraintes. La seule dépendance qu'il a, c'est effectivement, on revient aux données, c'est que pour entraîner un algorithme de deep learning, il faut des quantités énormes de données. Et là où effectivement on en a entendu parler et que c'est très populaire, c'est Facebook, Google. Mais pourquoi en fait eux ils ont réussi? Parce qu'ils Ouais, ils ont ont des une masse de données, données. Ils ont c'est des masses ça. de données. Donc forcément, eux ils avaient déjà la ressource nécessaire pour entraîner ces algorithmes. Ouais. Quand tu viens à faire des applications un peu plus proches, un peu plus spécifiques, comme ce que je fais sur la forêt, là, par contre, réussir à mettre la main sur des données, c'est beaucoup plus difficile. Ça fait qu'il n'y a pas assez de données pour pouvoir vraiment faire apprendre un programme comment. Voilà, c'est ça. Fait que là, il Et- faut que tu crées des données toi-même. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, je me suis retrouvé dans ce problème-là. C'est que j'arrivais pas, à un moment, j'étais en mode, mais pour développer un algorithme, pour résoudre cette problématique-là, j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas les données nécessaires pour apprendre mon algorithme. Parce qu'en fait, ces algorithmes-là, bon, les puristes vont dire que je résume un peu vulgairement ce que c'est, mais en tout cas,
pour les gens qui sont moins à l'aise, il faut lui montrer des exemples pour qu'il apprenne. Donc en gros, Comme un Ouais, je humain, comprends. finalement. on pourrait dire comme... C'est là Comme- où les puristes diraient « Ah non, pas du tout comme un humain ». Ouais. Alors non, c'est que des approches statistiques. Mais nous, en tant qu'humains, on aime bien voir que, effectivement, ça ressemble un peu à un humain. On aime bien donner de la vie aux choses. Ouais. Et ouais, on a tous donné un prénom à notre voiture. Pas Non, tous. pas moi. Moi, je connais beaucoup de gens qui l'ont fait, mais pas mais- un nom officiel. Je connais des gens qui l'ont fait, qui humanisent leur voiture. Bref. Mais en tout cas, on aime bien faire ça. Et pour comprendre un peu mieux ce que c'est le deep learning, en fait, c'est un peu comme un petit enfant. Il faut lui montrer des exemples. Sauf qu'il ne faut pas lui montrer un exemple. Il faut lui montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples pour qu'il commence à apprendre et à comprendre ce qui se passe. Mais c'est un peu, mettons, comme... le seul exemple qui m'est venu en tête, c'est, mettons, mathématiques. Tu sais, mettons, tu as un concept quelconque, tu sais, tu commences par, je sais pas, une petite équation scientifique de mathématiques. Tu réussis à le faire, fait que là, tu complexifies, tu rajoutes une étape, tu rajoutes un exposant, mettons. Puis après ça, tu complexifies, puis à un moment donné, tu as assez de connaissances pour être capable de nager dans ça. C'est un peu, tu sais, on pourrait toujours résumer ça comme ça, ou... On peut le voir comme ça. Après, il n'y a pas forcément l'augmentation en difficulté. Ça peut être des méthodes qui Ok. sont utilisées. Mais des fois, on lui balance directement la problématique. On dit là, t'as faux, là, t'as faux, là, t'as faux, là, t'as faux. Et à un moment, il est un peu juste. Et il fait oh, j'ai un peu juste. Ok, je vais essayer d'optimiser par là. Ah, d'accord, j'ai un peu juste, j'ai un peu juste. Ah, là, j'ai bien juste. Puis au fur et à mesure, on voit les courbes d'apprentissage qui montent, qui montent, qui montent. Ça, c'est au fur et à mesure de. C'est très redondant. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'itérations pour réussir à optimiser ces algorithmes. Ça me fait penser à une question qui n'a peut-être pas de réponse. Justement, c'est à quel moment que tu te dis, OK, il y en a assez appris. On a plein de métriques qui nous permettent de suivre à quel point l'algorithme est performant ou pas. Et par exemple, en vision par ordinateur, on utilise plusieurs métriques. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est l'intersection sur l'union. On regarde à quel point il s'est trompé par rapport à ce qu'il a prédit. Genre, par exemple, il a prédit que cet arbre, c'était du chêne, alors qu'en fait, c'était de l'érable. Et je regarde combien de fois il s'est trompé, et ça me donne un score. Et si ce score augmente au fur et à mesure, eh ben, je peux voir combien de fois il s'est trompé, et je peux voir du coup s'il se trompe de moins en moins ou plus en plus, à quelle vitesse il Ok. continue d'apprendre. C'est comme un peu un intervalle de confiance, c'est du moment que... Ouais, c'est ça, un peu, tu peux le voir comme ça. Ouais. OK, c'est Ouais, bon. ouais. Du moment que c'est suffisant, que c'est acceptable, c'est comme bon. Et en fait, marche. quand tu vas faire l'optimisation, en fait, il y a beaucoup de paramètres à gérer pour l'algorithme, et il y a un moment où en fait, tu vois que la courbe commence à se stabiliser, et donc c'est là où tu te dis bon, je trouve que c'est pas mal. Et ce qu'on fait, si on veut rentrer un peu dans la technique, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe notre jeu de données en plusieurs parties. On utilise une partie seulement pour l'entraînement. On lui dit, tiens, regarde ces données-là. Ensuite, on utilise une partie qu'on appelle la validation pour dire, bon, est-ce que mon algorithme est performant ou pas? Et il y a un moment, on va dire, OK, là, je trouve qu'il est performant, je vais arrêter l'apprentissage, parce qu'on ne peut pas le laisser indéfiniment, on a des ressources. Ça consomme une électricité folle de faire tourner ces algorithmes. Ah ouais. Et à la fin, pour valider si, du coup, oui ou non, il avait vraiment bien appris, on a le jeu de données test qui va lui dire, ça, c'est des données qu'il n'a jamais vues, quelle est sa performance là-dessus? Ouais, je C'est comprends. souvent développé. Mais pour le dire, c'est quel type d'arbre? Comment tu le sais, toi, c'est quel arbre avec le nuage de données? Ah, c'est toute la problématique, justement. Ok. Quand on fait l'acquisition de LiDAR, en gros, ce qu'on a, c'est juste une forme géométrique. Ouais. On n'a pas, en fait, c'est tout l'intérêt de la partie de vision par ordinateur. C'est de donner du sens à ces données LiDAR. Parce qu'en gros, on peut voir ça comme juste des points. C'est que des points, ça représente des formes. Nous, en tant qu'humains, on est extrêmement bons à essayer de reconnaître des formes. Ouais. Donc, en fait, quand on voit un nuage de points, si tant est qu'il y a suffisamment de points pour reconnaître les formes, mais on est vraiment très capable de deviner, bah, tiens, ça c'est un arbre, ça c'est un autre arbre. Quand on regarde des nuages de points urbains, on voit très bien les voitures, etc. Ah ouais. C'est vraiment marrant. Par contre, comment est-ce L'ordinateur, qu'on il voit fait pas. pour qu'un ordinateur soit capable de faire en fait cette compréhension de l'environnement? Et ça, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Et c'est tout un pan de recherche. Et c'est très développé pour le milieu urbain. Ça l'est moins pour le milieu forestier. C'est pour ça qu'on essaie de creuser. Mhm. Et du coup, tout ce besoin de donner du sens au nuage de points, eh ben, il a une utilité. Et en fait, quand on entraîne l'algorithme, il faut déjà avoir des exemples qui sont annotés, qui disent bah, ça, en fait, c'était une voiture. Ben, c'est ça. Mais en fait, comment c'est fait au départ? Ouais. C'est des humains qui le font au début. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller dans le nuage de points, de dire, en plus c'est en 3 dimensions. Sur les images, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a des écrans qui projettent déjà en 2D, donc on a du 2D sur de 2D, c'est très facile d'aller... Ouais. C'est long, c'est chiant, mais c'est très facile de détourer les éléments
pour aller les annoter et créer une donnée d'apprentissage. En 3D, c'est très compliqué d'aller sélectionner le bon paquet de points. D'autant plus que si le nuage de points a une densité un peu faible, tu vois plus rien. La forme n'est pas définie, c'est ça. Fait que tu peux pas dire « Ah oui, ça, c'est une auto ». Et on a un problème en forêt, c'est que le milieu est extrêmement dense. Donc, tu as les arbres qui sont les uns... Mais c'est ça, en fait. De deux espèces qui s'entrecoupent. C'est exactement ça. En gros, quand tu as un arbre à côté d'un autre, elle est où la limite? En canopée, en fait, ça se voit plutôt bien. Par contre, dans la forêt à l'intérieur, tu vois plus rien. C'est vraiment compliqué de dire « Ah, ben ce point-là, en fait, c'était la branche de celui-là. Ah, ben ce point-là, c'est la branche de l'autre. » En fait, tu peux pas le faire et ça prendrait un temps fou. Donc, moi, j'y passerais ma thèse, en fait. J'y passerais ma thèse si je devais faire ça à la main. Et j'ai pas envie. Du coup, ce que je fais, je passe par de la simulation informatique. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai repris des modèles 3D d'arbres qui ont été produits par Jean-François Côté au cours de ses travaux précédents de recherche. Et je crée des forêts virtuelles. Et je fais passer un avion virtuel qui me fait le même scan LiDAR. Sauf que dans ce cas-là, je connais précisément ma forêt. Donc en fait, je suis capable de générer directement mon annotation point par point. Et ça, je peux l'injecter dans mes réseaux de neurones, les entraîner avec, et voir si le réseau de neurones entraîné sur les données virtuelles est performant en réalité. J'en suis à cette étape-là. Des forêts virtuelles. Je crée des forêts virtuelles. C'est fou. Mais ouais, du coup... c'est en bouche bée. c'est des données qui sont très complexes à générer, ça prend une quantité folle. Pour vous donner un exemple de consommation électrique et computationnelle, en gros là, on a, avec mon chercheur, donc Eric Gilbert, on a gagné une bourse d'allocation de ressources informatiques de la part de Compute Canada, Calcul Québec, et ils nous ont donné 256 années CPU. Alors, ça ne vous parle pas, je vous ai perdu. Le CPU, c'est la partie qui réfléchit dans l'ordinateur. En fait, il y a deux parties qui réfléchissent principalement. Il y a le CPU qui est là pour faire toute la gestion de programme, et il y a le GPU. Donc CPU, c'est Computer Processing Unit, et GPU, c'est Graphical Processing Unit. OK. Et donc, le GPU est là pour vous faire le rendu affichage, donc quand les jeux vidéo et tout ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'un gros GPU. Et le CPU, c'est tous les calculs connexes. OK. Et en fait, les 256 années CPU, en gros, on a eu le droit à 256 années d'un CPU qui tournera en boucle. C'est-à-dire 250 années, donc c'est-à-dire 2,5 siècles d'un ordinateur qui tourne. Et à chaque fois que je fais une simulation informatique, j'en utilise 17. Oh my God! Parce que je génère des parcelles et des parcelles, et du coup, c'est une consommation folle de ressources. Alors, heureusement, ça ne me prend pas 17 années à entraîner. En fait, ce que je fais, c'est que je les parallélise. Mais vu que j'en utilise 10 000 en même temps, on cumule le temps, et en fait, j'utilise 17 années d'un ordinateur qui tournera en boucle. Donc la consommation énergétique, elle est délicate. Fait que vous coûtez cher à l'université, c'est ça, je comprends. Cher à l'université. Non, du coup, là, c'est plutôt canadien en général, parce que c'est des ressources qui sont nationales, qui sont mises en commun. Alors, il y a ça, et puis il y a les GPU aussi, parce que ça, c'est la partie simulation, où j'utilise du CPU, et la partie entraînement d'algorithmes, là, je vais utiliser des GPU. Ben oui, justement, pour générer les images et tout. Le GPU, c'est surtout pour l'entraînement, la parallélisation de l'entraînement, qui se fait très bien sur GPU. Mais ouais, en fait, on a un coût monétaire. Celui-là, il était pris en charge. La bourse qu'on a gagnée, c'était 35 000 $ de ressources informatiques. Puis c'est 250 années. Puis en une simulation, c'est presque 20. Ouais. Fait que dans le fond... Je vais en faire une dizaine, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je réfléchis quand même avant de les faire. Je fais des tests, je lance pas. Tu peux pas essayer ça. Ce matin, j'ai envie d'essayer. Voilà, c'est ça. Et d'autant plus qu'on parle de la ressource monétaire, mais il y a une ressource environnementale aussi. Il y a un impact environnemental. C'est les serveurs qui tournent. Et donc, d'autant plus que c'est des thématiques qui nous sont chères en tant que forestiers. Mais, et donc, on est un peu en mode mince. Je suis en train de défoncer la planète pour essayer de la sauver. C'est un peu... Est-ce que vous le faites reprocher des fois que, oui, vous travaillez pour la forêt, mais après ça, vous consommez tellement... On me l'a jamais reproché directement. En attendant, je me le reproche à moi-même. Non, mais c'est une question.
Ouais, je me le reproche à moi-même. Déjà, je pense que c'est déjà suffisant. Mais c'est sûr que c'est une critique qui est valable. Mais qui est valable, en fait, pas que pour l'application scientifique. En fait, j'avais entendu qu'il y avait une industrie qui avait les connaissances et les ressources pour entraîner des algorithmes et qui s'était amusé à entraîner des algorithmes pour différencier des fromages. C'était des Français qui avaient fait ça, forcément. Mais bon, voilà, on peut se poser la question sur l'utilité du système. Mais c'est toujours ça qui manque un peu. Il n'y a pas d'éthique en intelligence artificielle. Il n'y a pas de limite de qu'est-ce qui est acceptable de faire. Ce que tu soulèves là, c'est très intéressant. Tu vas t'amuser à définir des roches ou des arbres. Puis... C'est ça. En fait, tu mets le doigt sur un point qui est vraiment gros en intelligence artificielle et qui est extrêmement à l'ordre du jour. Parce que un des ressortissants québécois qui a récemment en fait lancé un message d'alerte pour dire va falloir peut-être qu'on mette un peu d'éthique dans notre utilisation du deep learning parce que là en fait et c'était en l'occurrence lié aux intelligences artificielles qui commencent à être vraiment très populaires et leur utilisation qui généralise de plus en plus. Il y avait des questions aussi vis-à-vis de l'alignement des intelligences artificielles. Alors l'alignement, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'une intelligence artificielle ait les mêmes valeurs que nous, humains. Par exemple, dire c'est pas bien de tuer des gens, par exemple. C'est une question d'alignement. C'est pas bien d'être raciste, c'est pas bien d'être sexiste. Et en fait, les intelligences artificielles sont basées, surtout celles, on parlait un peu en off de ChatGPT. ChatGPT. Et voilà, on ouvre le sujet. Ça, en fait, c'est la partie très visible de l'intelligence artificielle, surtout en ce moment, parce qu'elle est facilement accessible à tout le monde et qu'elle révolutionne beaucoup d'usages. Ouais, même moi, hein. En sciences, c'est super utile. On pourra vous détailler après, mais c'est ça, c'est vraiment utile. Donc c'est la partie vraiment très visible de l'iceberg. Ouais. Et en fait, c'est des données qui sont entraînées sur des corpus énormes. De l'Internet. Donc, en gros, on prend le corpus Internet, tout le texte, on le met dans une IA. Je simplifie un peu le processus, hein, mais à la fin, on se retrouve avec une IA qui est entraînée sur ce corpus. Mais ce corpus, c'est Internet, c'est écrit par des gens, il y a tout et n'importe quoi dessus. Et en fait, on se rend compte que c'est pas exactement comme un humain, parce qu'il copie exactement la distribution statistique du jeu de données qu'on lui donne. Ça veut dire que tous les billets qui sont en entrée, c'est les mêmes billets en sortie. Je comprends. Il peut pas évaluer de lui-même, en fait. Il peut, mais c'est difficile. En gros, il y a des travaux qui sont en cours. Comment est-ce qu'on fait pour justement mettre un peu d'alignement là-dedans, de ce qu'ils appellent la self-reflection. C'est de se remettre en question. Se remettre en question, voilà. Ouais. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Ça, c'est des processus qui sont, en fait, et c'est très rigolo, c'est que, en fait, c'est très bon pour l'humain, et en fait, on se rend compte que c'est très bon pour l'IA aussi. Du coup, c'est très marrant, tu vois. Mais voilà, prenez du temps à faire du yoga. C'est très important d'essayer de se remettre en question, parce que on le voit déjà en intelligence artificielle que ça vaut le coup. Mais tout ça pour dire que les biais, ils sont là, c'est-à-dire que les biais racistes et sexistes, ils se retrouvent. ChatGPT, sa version pure, a des biais énormes. En gros, c'est si vous lui posez des questions sur les holocaustes et des choses comme ça, et si vous lui demandez d'être raciste, il le sera. Parce que sa version de base l'a appris à l'être. Et en fait, c'est vrai. On n'a pas envie d'avoir ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir ça? Donc ça, c'est des questions de copie de valeur. Mais ça, c'est des valeurs, mais des valeurs, c'est tellement... Des valeurs, ça dépend de qui. C'est qui le contrôle? Ça, c'est pas des faits. Mais là, après on est d'accord. On peut tellement discuter sur des valeurs. C'est pour ça qu'il y a des débats dans le monde. Fait aïe. Tu peux pas vraiment... Est-ce qu'on peut changer ChatGPT pour que ce soit d'une telle façon si d'autres personnes ne pensent pas comme ça? Et c'est pour ça que... Ça devient dangereux, ChatGPT. Mais oui, ça devient dangereux. C'est pour ça qu'il y a une lettre qui a été signée par énormément de chercheurs sur... il va falloir peut-être mettre un frein sur l'intelligence artificielle. Essayer de faire un pas en arrière, de repenser quelle est l'importance. C'est un peu comme en science, hein, quelle est l'importance de cet outil. J'ai la phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus qui a dit ça, hein, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on développe des outils, mais à un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait avec. Les outils peuvent être mal utilisés, tu sais. C'est ça. Tout dépend, c'est qui l'utilise. Et l'intelligence artificielle n'est pas exempte de cette problématique-là. On l'a pour tout. La question s'était posée pour l'énergie atomique et la bombe nucléaire. Mais celle-là, elle paraissait évidente. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut atomiser la planète très rapidement. L'intelligence artificielle, elle change la vie de beaucoup de gens.
très rapidement. Et donc là, en fait, ce qui a été proposé dans cette lettre, c'est de dire, on se pose pendant quelques mois, on arrête le développement des très grosses intelligences artificielles pour essayer de dire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir plus, des plus grosses, parce qu'on n'a pas réglé cette problématique d'alignement. Donc l'utilisation a posteriori, l'utilisation de ces outils-là, est-ce qu'elle sera bienveillante, malveillante? Comment on fait? Est-ce qu'on les met à disposition de tout le monde? Est-ce que ça vaut le coup? Ça soulève beaucoup de questions sociétales auxquelles personne n'a répondu. Et... Puis, y a-tu vraiment une bonne réponse, tu sais? Parce que vu que c'est sur des valeurs. Et c'est ça. Et puis, vu que c'est sur des valeurs, c'est très compliqué. Bref, ça, c'était un peu Mon cerveau, en fait. Ouais. Ça, c'est un peu la partie difficile de travailler avec l'intelligence artificielle. Mais après, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand on a les mains dedans, on comprend beaucoup mieux les problématiques qui sont soulevées avec ça. Et on a un peu moins... On tombe moins dans les billets où on dit « Ah, l'intelligence artificielle va prendre le monde ». Non, je vous rassure, l'intelligence artificielle ne prendra pas le monde. Fait film américain, c'est un petit peu comme ça. Ce ne sera pas le cas. L'intelligence artificielle prend d'assaut la Maison-Blanche. Ça ferait un bon film. Dans tes recherches, est-ce que tu utilises ChatGPT? Ouais, du coup, j'utilise un peu. C'est un intérêt, en fait, surtout... Moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Il faut y faire attention dans le sens où quand on lui demande de générer du texte pur, là, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que derrière, il y a... C'est genre que du code. Il n'a pas de conscience, il n'y a rien. Donc en gros, quand on lui demande de générer, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de générer un truc qui colle au plus à nous. Et donc, il essaie de faire ça. Et donc, la génération, elle est toujours un peu... Il utilise son propre langage, il utilise sa manière d'écrire. Et donc, moi, je l'utilise pas trop pour générer du texte. Par contre, là où il est extrêmement bon, c'est en rédaction scientifique. Donc moi, quand je rédige un texte en anglais... alors j'apprends à rédiger le mieux possible, mais quand je rédige un texte, en fait, c'est intéressant de le faire passer dans ChatGPT, parce que du coup, il est capable de reformater en version scientifique avec des tournures qui sont communes en sciences pour réussir à en faire quelque chose de beau. Tu mets ton article au complet dans ChatGPT, puis lui, il te le corrige. Pas au complet, mais certaines phrases, je peux les mettre dedans et pour corriger justement la tournure de phrase. J'avais jamais pensé à l'utiliser pour et dans ce cadre-là, corriger des choses. Ouais, dans ce cadre-là, ça a un intérêt extrêmement positif parce que, en gros, toutes les personnes qui auraient des difficultés à écrire en anglais, qui est la porte d'entrée pour la science, peuvent utiliser ChatGPT pour reformater leur texte et avoir quelque chose qui colle à la façon dont on écrit, que ce soit le plus clair possible. Donc, en gros, ça permet de réduire les barrières d'entrée à la rédaction scientifique. Mais donc en ça, même temps, c'est vraiment bénéfique. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, c'est pas un peu comme, tu sais, mettons que tu fais un exercice à l'école puis tu vas tout de suite voir la réponse. Tu t'apprends peut-être pas autant que si tu te refais beurrer en rouge ton abstract par ton chercheur. On est d'accord. Mais dans ces cas-là, tu vois, on part un peu sur les valeurs. Ouais, la question qu'on pose, du coup, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux chercheurs? Tu vois, est-ce qu'on demande d'être bon en rédaction scientifique? Ça va de plus en plus être, non, en fait, on n'en a pas forcément besoin parce qu'on a des outils qui nous aident pour ça. Donc ça va enlever une partie des contraintes qui sont demandées aux chercheurs. Et par contre, ça libère aussi un peu de temps. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire plus de sciences. Donc c'est pas forcément mauvais. C'est la rédaction qui est importante en recherche ou c'est comme poser les bonnes questions? Voilà. Et poser les bonnes questions, ChatGPT, c'est beaucoup plus délicat. Ouais, c'est sûr. Et on pourrait parler tout le long de ChatGPT. Tellement on s'éloigne de la géomatique. On s'éloigne de la géomatique. Pourquoi tu es allé en géomatique? Qu'est-ce qui te passionne dans la géomatique? Alors moi, j'aime... En fait, c'est très visuel. Genre moi, les nuages de points, c'est du 3D. En gros, tu peux mettre un casque de réalité virtuelle dedans, tu te déplaces dans le nuage de points. Et si tu as encore une fois, une densité suffisamment bonne de points, genre tu vois vraiment toutes les formes, tous les reliefs. Je me rappelle, en fait, j'ai découvert le lidar. Alors à l'époque, quand j'étais en France, je travaillais à la SNCF et ils appelaient ça la lasergrammétrie en bon français. Lasergrammétrie. Ouais. En gros, c'est comme la photogrammétrie. Bon, ça, c'est des termes d'experts. Mais en gros, c'est la mesure à partir de laser, lasergrammétrie. Voilà. Et donc, en gros, moi, je travaillais à la SNCF et on m'a dit, tiens, pour ton sujet de fin d'études, tu vas travailler sur ce thème-là. En fait, je ne savais pas du tout, mais on peut coller des lidars sur tous les outils et sur les trains.
Et en fait, on peut faire des scans de 3D de train. Et j'étais en mode... Enfin, des scans 3D de voies ferrées en mettant le lidar sur le train et en faisant avancer le train sur les voies. Et moi j'ai vu ça en 3D, j'étais en mode, mais c'est magnifique. Genre, je trouve ça fantastique. Une voie ferrée? Ouais, une voie ferrée. Non, mais en vrai, on a tous nos kinks. C'est tellement beau! OK. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial et je trouvais ça incroyable qu'on puisse géolocaliser ça, qu'on ait littéralement un... OK. Alors, c'est qu'un nuage de pain, donc c'est pas un modèle 3D encore, mais on a une version 3D de notre environnement. On a informatisé notre environnement. Moi, je trouvais ça fantastique. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et après, j'ai refait une spécialisation à l'ENSG pour essayer d'avoir vraiment la compréhension de comment est-ce que ça fonctionne. Et j'ai travaillé après à l'IGN, qui est l'Institut cartographique français, l'Institut géographique national de France. Et j'ai travaillé dans le labo de recherche là-bas, le LASTIG. Et je suis tombé amoureux de cette discipline. Et je fais, en fait, je veux travailler là-dedans, c'est super intéressant. Et il y a de l'optimisation algorithmique et en même temps, on voit les données sur lesquelles on travaille. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Fait que tu as travaillé un peu avant d'amorcer ton doctorat. Ouais, j'ai travaillé... En fait, j'ai fait une grosse partie de ma formation après le baccalauréat. En fait, en France, le baccalauréat, c'est l'examen qu'on passe à 18 ans. Mm-hmm. Et après, on passe en études supérieures. Et j'ai fait quasiment toutes mes études supérieures en alternance. Donc, c'est-à-dire que je travaillais aussi en simultané. Je travaillais dans beaucoup d'offices publics, l'électricité de France, les trains, France, SNCF. Et après, je travaillais à Cartographie française à l'IGN. Et fait que tu as touché à vraiment beaucoup de choses. Ouais, et en fait, dans la construction, c'est des techniques de scan qui sont très utilisées, qui sont très appréciées, parce que ça permet en fait de scanner un bâtiment en 3D. Donc, c'est là-dedans que j'ai commencé à mettre le pied. Et après, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire ça, mais sur un peu une dimension environnementale. Mm-hmm. Je me suis dit, pourquoi pas aller voir ce qui se passe en forêt. Je fais, putain, mais il y a plein de choses qui se passent et c'est super intéressant. Et je dis, je vais rester là-dedans, c'est cool, je m'amuse. Est-ce que tu fais des cours en foresterie? Parce que pour reconnaître les arbres, il faut une base. Je sais pas faire. C'est pas toi qui le fais? Non, c'est pas moi qui le fais. Justement, j'ai des copains qui sont en foresterie et qui, quand j'ai besoin, justement, là, récemment, j'ai fait une acquisition sur le campus avec un lidar terrestre. Et vu que je ne sais pas reconnaître les arbres, je sais à quoi ressemble la feuille d'érable, ça va. J'espère. Mais différencier un érable rouge d'un érable blanc, je ne sais même pas si ça existe. Mais c'est... L'érable à sucre. Ah, voilà, l'érable au sucre. de Norvège. Voilà, ça, il y en a plein. Et en fait, je l'ai appris récemment, mais en gros, il faut regarder le coin de la feuille pour réussir à les différencier. OK. Mais en fait, je ne savais pas faire. Donc, j'ai demandé à mes copains qui sont en foresterie, tu peux pas passer, c'est sur le campus, c'est à côté. Viens, et puis on va faire l'identification. Okay. On va se promener sur le campus. On va se promener. Des arbres, ouais. Et donc, ouais, effectivement. En fait, moi, je viens pas du domaine de la foresterie, donc effectivement, toutes les connaissances forestières, écologiques, d'écologie et tout ce qui est relié à la biophysique de l'environnement, je suis en train d'apprendre, donc je fais ma littérature en même temps pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et comment est-ce que les arbres interagissent entre eux, comment est-ce qu'ils interagissent avec l'environnement. Quel impact ils ont sur l'environnement. Et tout ça, c'est super intéressant. Mais j'avais pas mis de pied là-dedans encore jusqu'à maintenant. Mais sauf que si tu travailles avec des données de forêt boréale, c'est sûr que là, tu as plus des conifères. Fait que tu as peut-être un peu moins d'essences différentes. Fait que ça peut peut-être t'aider, mais... c'est ça, en fait. Mais un épithète puis un sapin, quand tu ne sais pas la différence, ça se ressemble. T'as raison, en fait. Déjà, rien que connaître les différents biomes. Et que moi, je me suis spécialisé, en fait, sur le biome de la forêt boréale. En fait, il fallait apprendre les espèces qui étaient dedans, apprendre les particularités de ce biome-là. Et encore, quand on dit forêt boréale, c'est large. Ouais. Il y a genre des dizaines et des dizaines d'espèces. Et donc, en fait, il y a des sous-sections. Et quand on regarde, en fait, comment est-ce que classifie le ministère ces données-là, en fait, il y a une différenciation en zones et aussi en type d'espèces. Et donc, c'est extrêmement détaillé. Oui. Et donc, on simplifie ça souvent par forêt boréale, mais c'est un grand ensemble qui regroupe beaucoup. Oui. Et après, la forêt boréale, forêt tempérée, par exemple au Québec, c'est en fait des transitions qui sont graduelles. C'est pas d'un coup, il y a une limite, là on passe en forêt boréale. Non, c'est une transition. On va retrouver de plus en plus de feuillus quand on descend vers Sherbrooke, etc. Et quand on monte, par contre, là on va
va se retrouver des forêts de plus en plus conifères. Mhm. Et puis plus on monte, en fait, moins il y aura d'arbres aussi. Il y a une densité d'arbres qui va se réduire jusqu'à ce qu'on arrive à la toundra, où là, il y a un ou deux arbres qui se battent en duel, ou c'est même des arbustes. C'est ça. C'est plus arbustif. Ouais, c'est ça. Et donc, Ouais. donc c'est toujours des transitions délicates. Et nous, vu qu'on est des humains, on aime bien classifier et comprendre ce qui se On passe. adore ça. En fait, on met des boîtes et on dit, là, ça c'est forêt boréale, ça c'est forêt tempérée. Mais en fait, la nature, elle s'en fout un peu, c'est continu. Fait que tu as décidé de faire ton doctorat en géomatique au Québec. Pourquoi? Alors, et il y a deux raisons. La première, c'était que j'avais envie de partir à l'étranger. J'avais envie de voir un peu ce qui se passe. Il y a des raisons personnelles aussi d'ailleurs, donc ça fait 3. Mais j'avais aussi envie de voir un peu du pays, voir ce qui se passe à l'étranger. Et j'avais aussi envie de pratiquer mon anglais. J'ai un peu raté. Je suis pas arrivé au bon endroit. Néanmoins, j'ai beaucoup de collègues qui sont aussi étrangers, et donc ne parlent pas forcément français. Donc on parle beaucoup anglais. Donc en fait, mon niveau d'anglais a quand même beaucoup progressé ici. Puis nos congrès aussi, on est beaucoup... Ah, c'est tout anglophone. Voilà, c'est ça. Même des congrès de l'Université Laval, des fois, c'est moitié anglais, moitié français. Fait qu'il y a au moins il y a ça. C'est ça. Non, mais Ouais. du coup, de toute façon, quand tu as un pied en sciences, tu es obligé d'être bilingue. Ah oui. Donc si tu ne l'es pas encore, tu vas vite t'y mettre. T'auras Ça, pas le c'est- choix. Ça, c'est pas un problème. Ou tu utilises ChatGPT. Puis tu Ou prends des tu cours utilises- d'anglais c'est ça, avec c'est ça. ChatGPT. ChatGPT. Ouais, donc c'est pour ces raisons-là que je suis venu. Et puis en fait, les forêts ici sont très jolies. Donc c'est Mhm. très agréable de pouvoir travailler sur ces domaines-là. C'est juste dommage qu'en géomatique, du coup, surtout dans ce que je fais, c'est beaucoup de post-traitement. Donc en gros, les données, elles sont déjà acquises. Qu'en Fait fait, que je tu les vas vois pas que sur en mon forêt. ordinateur principalement. Je vais très peu en forêt, que Oh. quelques acquisitions. Donc j'y vais le week-end, quoi. C'est ça, quand ça tente d'aller faire. C'est ça. Mais je regarde beaucoup, genre, ah tiens, cet arbre, il est un peu différent de celui-là. Peut-être que j'arriverai à détecter la différence entre les deux arbres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas une job de terrain, c'est une job... Mais il y a les deux, en fait. En géomatique, ça regroupe aussi... Il y a des topographes forestiers qui sont genre H24 sur le terrain. Ils adorent ça. Et c'est trop bien. Je les envie un peu. T'aimerais pas Au ça bout en d'un faire moment. un peu et... Si, Dans j'aimerais. le futur, Mais bon, ouais. après, je pense que si on discute avec eux, ils vont dire au bout d'un moment, ils sont aussi un peu tannés. Mais Il aimerait ça aller en dedans un peu quand il fait pas beau. Là, pour voilà, faire c'est du ça. En terrain. fait, moi, j'aime bien le terrain quand il fait beau. D'ailleurs, petite anecdote très rigolote, c'est que quand j'ai organisé le dernier terrain, j'étais en mode, ah bon, on va faire ça mercredi. Et du coup, la collègue qui a l'habitude du terrain, elle dit, mais mercredi, il pleut. T'es sûr, tu veux y aller? Ah ouais, non. Du coup, parce que non, en fait, les acquisitions LiDAR, c'est des ondes lumineuses qu'on envoie. Donc en gros, si les feuilles sont mouillées, il va y avoir un changement de propriété optique. Et on n'a pas envie qu'il y ait des changements de propriété optique. Donc en fait, il ne faut pas faire quand il pleut. Mais moi, n'ayant pas d'expérience sur le terrain suffisamment grande, je n'ai même pas pensé à regarder la météo à ce moment-là. Et heureusement, elle était là pour dire, bon, est-ce que tu es sûr que c'est le bon jour pour aller sur le terrain? Ah, non. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais ouais, du coup, il y a quand même pas mal de gens qui vont sur le terrain en géomatique. Et j'ai fait une acquisition, du coup, j'avais fait ça, du coup, avec des gens de la NASA. On est allé en Saskatchewan. Et en fait, il y a une partie de la NASA qui s'intéresse beaucoup à l'observation de la Terre. Donc, il y a beaucoup d'écologues. Et il y a des projets il y a des projets de suivi de l'évolution, ça s'appelle ABOVE, qui suivent, du coup, l'évolution de la forêt boréale face au changement climatique. Mhm. Parce que c'est forcément, avec l'augmentation des températures, les forêts boréales elles prennent vraiment cher. Oui. Encore une fois, les feux de forêt. Et c'est qu'une partie, en fait. Mais il y a aussi beaucoup d'épinélie. Mais du coup, il y a un besoin de suivi extrêmement important. Et donc, il y a des gens, beaucoup de scientifiques qui s'y intéressent. Donc, j'avais fait des acquisitions. J'ai fait une quinzaine de jours en acquisition forêt, où là, tu es toujours en forêt. Et Oui. c'est vraiment plaisant, en fait. Il y a un peu beaucoup de moustiques, mais... La mouche noire aussi, il doit en avoir un petit peu. Heureusement, on n'avait pas de mouche noire, mais tu as intérêt à prendre l'insecticide parce que... Enfin, le repoussant. Parce que sinon, tu prends vraiment cher. Oui. Tu sors de là, puis tu as besoin d'une transfusion sanguine. Ouais, c'est ça. C'est quoi sur le plus difficile dans les études graduées au doctorat? En fait, c'est très intéressant parce que j'en discutais récemment avec... on a fait une conférence, j'allais dire internationale, mais en fait, c'était plutôt francophone. Et du coup, il y avait beaucoup de Français. Et la grande différence qu'il y a entre le France et le Québec quand tu vas faire une thèse, c'est que en France, c'est plutôt 3 ans, la thèse. Ouais. Et en fait, quand tu arrives, le sujet... Alors, c'est pas 100% vrai, mais habituellement, le sujet est quand même bien établi. Mhm. Et donc, tu suis globalement cette trame Tu peux toujours varier, hein. Il y a toujours des exceptions, mais globalement, tu suis un peu la trame qui t'est proposée par ton chercheur. Et quand, dans ces cas-là, tu as un directeur et un encadrant. Et l'encadrant te suit quotidiennement. Ici, c'est un peu différent. La thèse, c'est en 4 ans.
Et la première année, en fait, on te laisse tout seul et on te dit, tiens, épluche la littérature scientifique et crée-toi ton sujet. Et je pense que c'est là où on en perd le plus, c'est que c'est une étape qui est extrêmement difficile de réussir à comprendre qu'est-ce que je suis censé faire là-dedans. Ouais. C'est super compliqué, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et en même temps, là-dedans, il faut que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Il faut que tu arrives à comprendre surtout qu'est-ce ça. que moi je vais pouvoir ajouter Ouais. là-dedans. Puis à quoi tu vas contribuer à améliorer le C'est ça. monde au complet. Et ça, en fait, c'est littéralement un travail de chercheur. Donc en Oui. fait, au Québec, on te jette dans le grand bain. Oui. Et, Ouais, on te forme pour être chercheur. C'est ça. Donc, Ah. alors, je dis pas que en France c'est pas le cas, mais je dis juste que ici, l'expérience, elle est beaucoup plus. La transition, elle est brutale. C'est genre, t'as intérêt à être prêt parce que, Il Il faut va- la il- dure. ouais, c'est ça. Il garoche dans le bain, puis arrange-toi. C'est ça, c'est ça. Donc, tu as intérêt à t'accrocher parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est que pendant presque un an, tu vas devoir regarder toi-même qu'est-ce que je peux apporter. Et en fait, c'est un peu de la remise en question permanente et Ouais. d'essayer de se dire, bon, à quoi je vais servir pendant les 3 prochaines années Mhm. et qu'est-ce que je peux apporter. Et c'est vraiment compliqué de réussir à pondre un sujet Mm. qui tienne la route, d'autant plus qu'après, c'est évalué par un comité Ben oui. et que ce comité-là peut te remercier. Donc, tu n'as pas envie qu'il te C'est remercie. Donc, tu as envie de montrer que tu as fait du bon travail, que tu as bien compris l'état de l'art, que tu as les connaissances nécessaires pour continuer le doctorat. Et donc, c'est cette étape-là qui est vraiment difficile. Fait que Ok. l'examen de doc pour toi, ça a été. T'as-tu un examen de doctorat? Ouais, Ouais. ouais. Fait que ça a été C'est sûr comme- que ça dépend des départements, mais Ouais, c'est ça. Fait que ça a été peut-être aussi quelque chose que tu as peut-être trouvé difficile en fonction de ça, de devoir tout acquérir rapidement pour Ouais. ensuite. moi j'ai eu de la Toi, chance. t'avais C'est déjà que... de l'expérience, en C'est plus. ça, c'est ça. Moi, j'avais déjà l'expérience, un peu moins en foresterie, mais la difficulté que j'ai eue, c'est que mon directeur voulait plutôt que je m'intéresse aux points qui étaient au sol, donc Mhm. la détection de points au sol. Moi, je dis, quand je regarde la littérature scientifique, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. J'aimerais bien m'intéresser à ce qui se passe au-dessus, parce que c'est ce qui se passe en ce Ouais, c'est moment. en Les gens développement. s'intéressent à ça, et il y a des travaux à faire là-dessus. Je dis, j'aimerais me pencher là-dessus. Sauf que ni mon directeur ni mon co-directeur ne travaillent en foresterie. Donc en gros, je me suis lancé dans un sujet un peu tout seul. Donc forcément, c'est un peu plus délicat et c'est plus difficile de réussir à creuser un peu dans l'écologie, dans la foresterie quand on n'a pas le soutien. Mais bon, normalement, je pense que les autres doctorants, peut-être vous avez l'expérience ici, peut-être un peu plus... vous avez aussi l'encadrement technique qui va avec. Ouais, ben c'est sûr que. Ben ça, je peux comprendre un peu parce que des fois, je m'éloigne un peu du sujet central, mettons, de mon directeur de recherche. Peut-être plus à ma maîtrise, là, je suis plus en clinique, mais ouais. D'être un peu. Je voudrais pas dire livré à moi-même, mais tu sais, de devoir un peu. Tu sais, puis de pas avoir nécessairement une ressource pour vraiment m'aider dans. Parce que moi, je travaille sur le cerveau, mais Mhm. mon directeur ne fait pas de cerveau dans la vie. Ouais. Fait que là-dessus, je peux comprendre là, de devoir comme. Faut se débrouiller. Faut vraiment C'est être ça, débrouillard, c'est ça. en fait. Mais bon, après, dans tous les cas, on creuse toujours un peu une discipline très précise et ce sera toujours à l'intersection d'autres disciplines. Mhm. Donc, Ouais. si on fait un doctorat correctement, normalement, on est censé être un des experts de ce domaine-là et on est censé être meilleur que nos directeurs parce que c'est spécifique dans cette Oui. direction-là. Techniquement, oui, Donc, il c'est y a vrai. forcément un moment où tu vas dépasser tes directeurs. La question, c'est quand? C'est ça, en fait. C'est ça. Est-ce que c'est dès le début ou est-ce que c'est après l'examen doc? Est-ce que c'est pendant les travaux? Est-ce que c'est au moment de présenter ta thèse et de Ouais, c'est ça. soutenir ta thèse? J'ai trouvé ça vraiment intimidant. Ma directrice de recherche à ma maîtrise, elle m'a dit ça quand j'ai commencé. Elle m'a dit ton but dans ta maîtrise, c'est de devenir meilleur que moi et de connaître mieux ton sujet que moi, je le connais. Mais tu sais, tu finis le bac, tu rentres dans ta maîtrise, tu vois ça, t'es comme, ben voyons donc. C'est le grand bas? C'est impossible que je devienne meilleure que toi. C'est ça, à maîtrise, on est tellement encore des bébés chercheurs. Ah, oui, là. vraiment. Ouais, mais j'aime beaucoup les maîtrises recherche, justement, c'est un très bon exemple d'initiation à la recherche, parce qu'en fait, il y a aussi une partie de... Il y a un peu moins la partie élaboration du sujet, parce que normalement, c'est le directeur qui l'établit, Ouais. parce qu'il n'y a que 2 ans, donc c'est assez court. Mais il y a aussi cette partie-là. Et donc, Mhm. tu as ta partie... faut éplucher un peu de littérature, faut se mettre un peu à poser les questions de recherche. Et ça fait partie de l'exercice de graduer 3e cycle, où là... ouch, c'est un peu plus mal si t'as pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Mais est-ce qu'en France, ils ont un peu ce type de maîtrise-là comme nous ici ou vraiment pas? Normalement, ouais, il y a. Alors, moi, j'en ai pas fait et je m'y connais un peu moins, mais si je me trompe pas, oui, il y a des maîtrises de recherche qui existent. OK. Ouais. Mais toi, t'as pas fait ça. Moi, j'ai pas fait ça, donc je saurais Faut pas que trop en parler. tu arrives au doctorat, puis... C'est ça, moi j'ai fait plutôt un parcours un peu professionnalisant et après je fais en fait non, je vais partir en recherche.
Ok, ouais, c'est sûr que ça va être assez impressionnant quand t'arrives au doc de Ouais. bord. Après, le doc, il y a des étapes un peu tout le long. Hein. Il y a des hauts et des bas. Si on a des résultats, ça va bien. Si on n'a pas de résultats, ça va pas. Ça va très Et mal. donc, il y a des vagues un peu tout le long de Ouais. l'évolution. Donc, ça... On essaie Ouais. c'est pour ça que c'est bien d'être mélangé avec d'autres doctorants aussi, d'aller au boulot, parce que moi, on est mélangé avec d'autres qui galèrent et on soutient un peu. Ouais, Puis il ça peut va y aller. avoir des collaborations aussi entre des étudiants. Fait que comme tu as un petit bout de projet qui marche bien, mais que ton projet, ben, il marche pas bien. Au moins, tu as quelque chose à faire. Fait que, Ouais. T'as des amis en foresterie qui t'aident à C'est ça, différencier les exactement. arbres. Ouais, ça, en vrai, c'est super en fait que je puisse avoir ces gens-là autour de moi, parce qu'en plus, ça me donne des contacts super intéressants en foresterie, Ouais. parce que j'ai besoin aussi de ces connaissances-là pour pouvoir avancer dans mes travaux. Donc, Puis toi, quand tu as fait le bac, tu voulais pas aller nécessairement là-dedans? Tu pensais pas faire un doctorat là-dedans? T'es allé... non, je pensais pas faire un doctorat. En gros, comme dit, tout le long, je voulais aller travailler. Puis en fait, au fur et à mesure, je me suis intéressé à d'autres choses et on m'a dit non, mais tu peux continuer. Tu peux essayer de prolonger. En gros, quand je suis sorti de EDF, je voulais aller travailler là-bas parce que c'était sur l'hydroélectricité. Je trouvais ça vraiment super important, super bien. C'est propre, tout ça, environnemental. Ok. Mais en fait, le centre dans lequel je travaillais, ils avaient déjà trop de gens en attente d'embauche qui avaient fait la même formation que moi. Donc en gros, je pouvais pas vraiment me différencier. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais continuer un peu. C'est là que je suis allé à la SNCF. Et après, c'est là où j'ai découvert l'IDAR. Je fais, en fait, je veux faire ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, je suis quand même intéressé par le métier de chercheur. Je suis quand même intéressé par la dimension d'enseignement. Mhm. Et en fait, la porte d'entrée, c'est le doctorat. Effectivement. Je n'ai pas le choix. Je me suis dit, bon, je me lance. Allez. As-tu un peu d'expérience en enseignement? As-tu réussi à avoir des contrats ou... Ouais, grâce à mon directeur, j'ai eu de la chance. En gros, il m'a donné un cours que lui enseignait. Il me l'a refilé, en fait. Et il était tout préparé, tout chaud. Donc, c'est géométrie, trigonométrie. Donc, en gros, trigonométrie plane, sphérique et transformation, etc. Donc, en gros, tous les outils mathématiques dont on a besoin pour faire de la géomatique. Et donc, les premières années, quand ils arrivent au baccalauréat de géomatique, c'est ma tête qui voit le premier jour. Et ils savent qu'ils vont en chier pendant quelques mois avec moi et qu'ils vont transpirer sévère. Ah, mais c'est vraiment le fun que Ouais. tu donnes un cours. Ouais. Et c'est une sacrée étape aussi, je trouve, dans le doctorat, c'est quand on a la chance de le faire, parce que c'est quand même impressionnant de se dire, maintenant, c'est moi qui enseigne, c'est moi qui Ben oui, qui c'est donne ça. les connaissances. Et c'est là où, du coup, tu fais la première marche de devenir un peu plus un expert, tu vois. Exact. On en discutait un peu avant. C'est Mais t'as pas ressenti, mettons, un espèce de stress de comme... complet. je j'étais réussirai pas, terrifié. je suis Ouais. pas assez bon, Un j'ai pas assez... syndrome de l'imposteur, Ouais. de genre, voyons donc, C'est- pourquoi ah c'est ouais. moi qui donne un Alors, cours? c'est ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est problématique chez nous, les doctorants sont très soumis souvent au syndrome de l'imposteur. Je pense que vous avez vos expériences aussi. Oui. Mais en tout cas, moi, je l'ai eu pour ce cours-là. J'étais très impressionné au début. J'avais peur de ne pas faire assez bien. Ouais. Finalement, j'ai eu des bons retours. Donc, ouf, ça s'est bien passé. Ça s'est suffisamment bien passé pour que j'y retourne cette année. Donc, en septembre, je redonne. Ah, Ah, c'est cool. Ouais. Ça donne un revenu en plus. Ah oui, ça. On dirait. Oh. ça fait Ah du oui. bien. Ah oui. Bah oui, quand on travaille sous le seuil de pauvreté, un moment qu'on te dit, tiens, tu vas faire $6 000 en plus pour ta session, Ah, c'est le tu fun. prends et tu dis merci. Oui, Alors, en fait, du coup, d'un point de vue professionnel, c'est super important du coup d'avoir ces expériences d'enseignement, Mhm. mais d'un point de vue aussi monétaire, vu que les doctorants sont vraiment sous-payés au Canada. T'es pas le premier à nous le dire, on a une invitée aussi qui nous dit Ouais, mais- exactement la Parce même qu'à chose. tous nos podcasts, Non, non, mais- On est pauvres, aidez-nous! Mais en fait, il y a eu dernièrement un mouvement qui est toujours en cours d'ailleurs sur élever les salaires qui n'ont Ouais. pas été Ben oui, augmentés ouais. depuis 2003. Ah ouais. Ça fait depuis 2003, donc toute l'inflation de 2008 sur la crise financière, Mais depuis, sur la nouvelle crise Ouais, financière. hein, c'est énorme. Mais depuis Mais la c'est ça. pandémie, ça a tout augmenté. Tu sais, tout le monde Ben est oui. comme, mon Dieu, je vais pouvoir m'acheter une maison. à un moment Le donné, gaz, tu sais. l'épicerie. Mais oui, c'est En gros, incroyable. le seuil de pauvreté est estimé à 18 656, quelque chose comme On ça, est pas mal payés à dans Québec. ces eaux-là. Fait que- Bon, ouais. Et c'est ça, en gros, moi je fais partie des mieux payés, je suis à 22 500. Ouais. Et si tu déduis les frais d'études qui dépendent en fonction des universités, Mhm. mais à Non, mais l'université c'est ça, Laval. il faut compter les c'est frais d'études parce Ben que oui. il faut payer pour Mais être c'est au ça. doctorat. Donc en gros, on paye. Alors qu'on Fait que là, on on produit. fait ça en dessous du seuil. C'est en ça. payant. Et donc en fait, en payant, on se retrouve à 16 000, on est sous le seuil de pauvreté. Ouais. Hey, 16 000! Et c'est là, du coup. J'ai où on- jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai. Ouais, C'est non, un mais. chiffre de scolarité.
Ouais. Ah non, mais moi, mon Non, compte en c'est banque, vrai. il descend tous les mois hein, si je fais pas gaffe. Et c'est pour ça que du coup, on est toujours en train de lutter pour essayer de toucher des bourses. Et on se fait la guerre même entre nous pour essayer de toucher les bourses. Ouais. Parce qu'en fait, c'est notre moyen de réussir à renflouer le compte en banque et pas... J'ai 2 questions pour toi. Est-ce que les frais de scolarité pour les étudiants français sont les mêmes que nous? Et 2, dans ton domaine, y a-tu beaucoup de bourses? Est-ce que c'est facile d'en avoir? Alors, les frais d'études sont les mêmes quand on est au doctorat, qu'importe la nationalité. Si je me trompe pas, qu'importe la nationalité, Ok. les frais d'études sont les mêmes. Ok, parce que moi, je les connais Après, ça absolument pas, dépend, fait ça dépend des universités. À l'Université Laval, c'est le cas en tout cas. Ok. Je sais que en fait, chaque université a sa politique de frais d'études. Parce que Ok. en fait, c'est eux qui gèrent la façon dont les étudiants, dont les crédits sont attribués, le minimum de crédits pour être considéré à temps plein. C'est aussi défini par l'université. Bref. Je sais plus ce que je disais. Les frais sont les mêmes pour les... C'est ça. Ouais. Les frais sont les Ouais. mêmes. Ok. Par contre, pour les gradués en 2e cycle, donc les masters, Ouais. là par contre, c'est pas le cas. En gros, les masters, ils prennent très cher. Si vous venez pas Ah, de ouais. France, les Français ont du coup les mêmes avantages. Par contre, les autres nationalités, il y a quelques ententes, mais il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas. Par exemple, j'ai des collègues de Maroc, ils payent très cher et ils payent quasiment autant que ce qu'ils gagnent. Donc, Bah ça veut oui, dire que mais- tout le reste à côté, ça vient de ce qu'il y a dans les poches. Donc, en gros, oui, la recherche est Ah clairement oui. sous-financée. Déjà, nous, on est très mal payés, d'autant Ouais. plus que la paye, en fait, elle est définie par le directeur. Donc, si ton directeur veut faire Oui, des oui, économies vraiment. sur ton dos, Vraiment. c'est lui qui définit la bourse que tu veux. Moi, j'ai de la Ouais. chance, j'ai un directeur qui est plutôt humain, qui essaie de me donner le maximum, qui m'a même augmenté. Un peu humain. Non, il est très humain, pardon. Eric, je m'excuse. Il est très humain. Non, j'ai plutôt humain comparé à d'autres. Enfin bref, on s'en fout. Je vais rentrer dans des trucs polémiques, il faut pas. Alors, on va éviter ce sujet. Mais c'est ça, mais en tout cas, moi je fais partie, j'ai même été augmenté, je savais même pas, de 1500. Voilà. Super. Alors, moi j'ai dit, est-ce qu'on pourrait m'augmenter? Il me dit, je t'ai déjà augmenté. Je dis, ah bon, ok, super. Parce on reçoit pas la même paye tous les mois, donc c'est difficile de voir qu'on avait été augmenté. Mhm. Ouais. Mais ouais, je fais partie de ceux qui sont le mieux lotis, et pourtant, Ouais. c'est quand même délicat. Ouais. Et après, par rapport aux bourses, en foresterie, il y en a quand même pas mal, parce que c'est une industrie qui porte. C'est une industrie, Oui, c'est ça. c'est 1,6% du PIB, l'industrie forestière du Mhm. Québec. Donc, c'est quand même volumineux, et je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui travaille dans le domaine de la foresterie, dans notre entourage, parce que c'est 12% des emplois au Québec. 12? C'est énorme. Ah ouais, le Québec je savais embauche, pas. embauche énormément de gens. C'est vraiment une masse salariale qui Mhm. est importante. Et bref, du coup, il y a des financements. Et du coup, les industries, pour se donner quand même un peu bonne conscience et bonne envergure, se disent, bon, allez, on va donner un peu de sous à la recherche. Regardez, qu'est-ce qu'on est bon. On donne des sous à la recherche. C'est Il y a le côté. beaucoup d'industries qui donnent des montants. C'est pas juste, mettons, des bourses gouvernementales comme, je pense, au FRQ. T'as raison, il y a aussi des bourses gouvernementales. Après, je m'y connais pas précisément sur la quantité de bourses qu'il y a. Mais en tout cas, il y en a pas mal. Donc en foresterie, il y en a, mais en géomatique, il y en a aussi. Est-ce que tu peux appliquer aux deux? Juste Oui. Non, attends, que je raconte. Non, pas du tout. Enfin, si, ça dépend. En fait, Ça chaque dépend bourse... de la Ouais, bourse c'est puis ça, en fait, l'industrie, chaque bourse a ses propres critères. Et si tu colles aux critères, tu peux appliquer. La Ouais. difficulté qu'on a en tant qu'étudiant étranger, c'est qu'il y a beaucoup de bourses qui sont réservées aux résidents permanents et aux étudiants... Enfin, aux citoyens. OK. Aux étudiants citoyens. Et donc, en fait, on a beaucoup de bourses sur lesquelles on ne peut pas appliquer quand on est étudiant étranger. Donc, ça compte pour les Français, ça compte pour les autres aussi. Ouais. Et être résident permanent, c'est tout un processus qui est quand même assez important. Oui, ça, j'en ai vu vent, mais j'avais Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on a collègue français quand même qui beaucoup voulait- moins de bourses qui nous sont accessibles. Et d'autant plus que quand on vient de l'étranger, souvent on n'a pas de compte en banque ici. Donc quand on commence, on a beaucoup de problèmes de réussir à se trouver des financements, de commencer à vivre ici, c'est quand même délicat. Ouais. Mais après, en géomatique, il y a quand même pas mal de bourses, donc c'est bien. Le problème, c'est que c'est de la lutte entre étudiants, parce que du coup, Ouais. on lutte Ouais. entre collègues pour essayer d'avoir accès à ces bourses. C'est une discussion qu'on a eue aussi dans notre premier épisode, c'est que on est techniquement en compétition pour les mêmes bourses vu qu'on est dans le même domaine. Même si on s'apprécie bien, on se bat. Ouais, tu sais, on a appliqué pour la C'est même délicat, bourse, puis je pense que Ah, Gab vous a- êtes en compétition toutes les deux. tout le temps. Oui, tout le temps, on est dans Ben, la on n'a même pas le tranche. choix. Et qui est-ce qui gagne? Puis
Ni l'un ni l'autre. Ben, ouais, c'est ça. Personne. Non, mais c'est niaiseux, mais Gab voulait un exemple de lettre de présentation, de lettre de recommandation pour parler avec une autre décision. Moi, j'étais pas... Ben, j'entendais la conversation. Ben, elle me l'a pas demandé à moi, mais je l'entendais, puis je me disais, ben, j'ai envie de l'aider, j'ai envie d'y envoyer, temps, je mais laisse une j'ai chance, ouais. hésité parce que je me disais, Ouais, c'est horrible, hein? ouais, mais j'ai travaillé... Tu sais, c'est ma lettre, j'ai travaillé dessus, puis je veux pas qu'elle Ouais. aille ma lettre, qu'elle prenne l'exemple, Mais- qu'elle gagne. Ouais. Mais j'étais comme, mais oui, mais voyons donc, genre, pourquoi je pense comme ça? Mais c'est une compétition énorme. Mais c'est ça. On est vraiment déchirés entre s'aider ensemble, puis faire, ben non, je me laisse toutes mes chances de mon côté, tu sais. Puis en vrai, tu sais, j'ai pas c'est- réutilisé c'est ta lettre, horrible. c'était juste pour avoir des exemples, tu sais. Ben non, mais j'ai envoyé finalement, puis je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais pour des posters, pour des présentations, Bah, nous, Tout on était en donner compétition des tous les trucs. deux. Hein. on était en compétition. On s'est rencontrés dans un contexte de Heureusement, tu compétition. m'as reparlé après hors compétition, parce que sinon, je t'aurais jamais apprécié, en fait. mais c'est vrai, Mais c'est délicat, c'est délicat. il faut essayer de réseauter entre Ouais, étudiants, ouais. mais on s'est fait payer cet événement-là parce qu'on présente. C'est Mais il ça. y a un prix. C'est Fait ça. qu'on est toutes compte. Puis après, ils C'est sont ça. comme, allez réseauter. Ouais, mais c'est là qui est premier, moi je suis deuxième ou je suis troisième. Lui, je l'ai tu sais. sais. Il m'a battu. C'est C'est ça, vraiment c'est ça. difficile. Tu Non, peux c'est- jamais aller dans des événements pour présenter un article ou présenter n'importe quoi sans compétition. Ça n'existe pas. T'es tout le temps en compétition contre tout le Ouais. monde. Ça, après, j'ai envie de dire, c'est un peu l'impression du côté un peu capitaliste, compétition, ce que le meilleur gagne. Mhm. Et le problème, c'est que la recherche a besoin de collaboration pour avancer. Et là, ça nous apprend pas forcément à travailler en collaboration, parce que là, Mais non, on est en même entre compétition. étudiants, on est en train de dire ah, putain, je refile pas les infos, parce que sinon. Et en fait, ce genre de raisonnement, après, il peut se retrouver quand on sera futur chercheur en mode ces données, elles m'ont coûté cher à acquérir. Mhm. Si je les file, il va Ouais. publier un article Avant avant moi. moi. Fait que là, c'est Du là, coup, je genre, veux pas Bon lui filer les données. financement, puis, Et ouais, donc, ça. tu bloques en fait une partie des collaborations qui est possible. Ouais. Et en fait, ça freine la recherche. Et moi, à chaque fois que je vois des manques de collaboration, ça me rend triste parce qu'on pourrait tellement faire avancer les choses plus rapidement et faire des belles choses si on était un peu plus solidaires. Mais en fait, c'est difficile de voir ça. Et il y a beaucoup d'endroits où on essaye encore de nous injecter beaucoup de compétition. Ouais. Néanmoins, les choses sont en train d'évoluer tout doucement. Il y a eu quand même, non, il faut le dire, il y a eu une discussion, alors j'ai pas pu y aller mardi, sur l'évolution de qu'est-ce qui fait l'excellence de la recherche. Alors j'aurais voulu y aller, j'ai pas pu, parce que pour moi, une partie de l'excellence de la recherche, c'est aussi la collaboration. C'est plus collaboration que compétition. Mhm. Il faut une part de compétition, parce que ça donne un peu le côté adrénaline et tout. Ouais. Mais si tu fais que ça, par contre, tu finis par te bouffer. C'est parce Ouais. que, mettons, tu suis comme un tunnel avec tes données à toi, puis là, tu collabores pas, mais tu pourrais tellement faire plus aussi de recherche, puis C'est avoir ça. de plus grandes avancées si tu réussis à aller chercher une expertise de quelqu'un d'autre, mais là, tu donnes accès à tes données. Non, Voilà, c'est ça. Et c'est- alors, on pourra dire que je suis un peu utopiste, que j'aime bien j'aimerais un monde bisounours et tout ça, mais en attendant, je pense qu'on a besoin de collaboration. Et récemment, sur une conférence, la conférence francophone dont je parlais avant, Mhm. j'ai vu un exemple magnifique de collaboration. Ça s'appelle Centipede RTK. Ça a été présenté, la conférence, par Julien Ancelin, où en fait, ils ont mis en collaboration beaucoup de gens qui travaillent sur le positionnement. Donc, comment est-ce que j'arrive à me géolocaliser sur la Terre Ouais. pour apporter des solutions ouvertes et disponibles. Et en fait, ils ont mis en place toute une bibliothèque de code qui permet l'utilisation du positionnement. Ils mettent en accès, donc ils ont un channel Telegram où tous les gens peuvent poser leurs questions s'ils ont des problèmes pour mettre en place leur solution de positionnement. Mhm. Ils mettent des vidéos de tutoriels de comment créer soi-même ces petits outils de positionnement. Wow. Et quand il y a des gens qui ont des problématiques un peu plus compliquées, ils transfèrent du Telegram vers un forum. Et en fait, il y a des gens du forum qui, après, si c'est des questions qui sont vraiment intéressantes, qui pourraient être utiles à d'autres personnes, c'est transféré vers une documentation. Et du coup, la documentation s'enrichit. Et tout ça, c'est bénévole, collaboratif. Et le projet est génial. En gros, il y a une ouverture du positionnement à une quantité de personnes qui est beaucoup plus importante. Et il y a énormément d'agriculteurs qui s'en servent pour réussir à géolocaliser et à faire Ben oui, en de l'agriculture de précision. Ouais. Et en fait, quand Julien est venu ici, en fait, il a direct discuté avec des agriculteurs ici qui sont vraiment intéressés par ces solutions-là
parce que ça coûte une fortune, parce que c'est des industries privées qui gèrent ça. Et en fait, tout le monde n'a pas accès, donc les petits agriculteurs ne pourraient pas avoir accès à ce type de technologie. Et en mettant ça en données ouvertes, en mettant ça en open access, en libérant en essayant de décortiquer tous les processus techniques, en les rendant disponibles, en fait, on arrive à des choses magnifiques. Un des meilleurs exemples en géomatique, c'est OpenStreetMap. Ouais, c'est ça. OSM, OpenStreetMap. C'est magnifique. C'est un cartographie type Google Maps, mais participative. Donc, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont sur le terrain et qui vont renseigner à la main tout ce qu'il y a. Donc, par exemple, si là, il y a un bâtiment, ils vont dire, là, il y a un bâtiment, là, il y a une route, et ils vont tracer la route, et c'est eux qui font la cartographie. Donc, toute la cartographie que vous pouvez trouver sur OpenStreetMap, c'est de la cartographie qui est faite bénévolement. Mais il n'y aurait pas plus d'erreurs? Ou pas nécessairement? Il y aurait quelqu'un pour revalider, j'imagine. Alors, je ne connais pas exactement les processus de vérification. Effectivement, il y en a, surtout quand tu as des informations qui sont discordantes. En gros, il y a les mêmes problématiques avec Wikipédia. Comment est-ce que tu fais quand il y a des problèmes de chevauchement de données, tu vois, Mais en fait, tu vois, ça existe aussi en géomatique et c'est tout un pan de recherche de comment réussir à faire collaborer les gens pour générer de la donnée cartographique. Et en fait, c'est des approches qui sont vraiment, vraiment belles. En gros, c'est de la collaboration et c'est au niveau le plus pur. Oui, en plus, tout le monde utilise de près ou de loin la carto. Tu sors de chez vous, tu as ta rue devant chez vous. Ben oui, tu le sais. Ben oui. Tu pourrais et où la bande fontaine, c'est ta rue. Et où l'arbre. Et au-delà de ça, par exemple, en informatique, et ça, moi, je trouve ça vraiment bien, c'est que maintenant, dans le domaine informatique, on fait beaucoup de code ouvert. C'est-à-dire que quand quelqu'un va développer un nouvel algorithme, va publier ses données, en fait, il ne va pas forcément publier les données, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va publier le code. Fait que tu peux juste reprendre le code puis donc mettre tu tes peux données, reprendre le code, puis, c'est ça. Et donc en fait, ça simplifie énormément l'utilisation. Donc bon, après il y a des approches qui sont plus ou moins bien décrites dans l'utilisation, mais en tout cas, tu as les codes qui sont disponibles. Et maintenant, en fait, les papiers qui ne donnent plus les codes sont même considérés comme étant moins bons parce qu'en fait, il y a une... T'as pas de preuves. Déjà, t'as pas de preuves. Ouais. Et puis en plus, tu peux pas réutiliser les données. Tu peux pas appliquer. Tu peux pas répliquer en fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'utilise des algorithmes qui ont été développés originalement pour le milieu urbain et je les applique sur le modèle forestier. En fait, je copie-colle certains modèles d'apprentissage. Et je pourrais pas le faire si ça n'avait pas été mis en public. Ouais, tu aurais travaillé des années pour arriver au même code, puis là, tu pourrais déjà l'utiliser. Ouais. Et là-dessus, il faut quand même mentionner que les grandes entreprises comme Facebook et Google ont quand même fait un beau travail là-dessus. C'est que toutes les librairies de développement d'intelligence artificielle sont mises en libre accès. Ça s'appelle PyTorch ou TensorFlow. C'est des librairies qui permettent d'optimiser qui permettent de faire les calculs d'optimisation des algorithmes. Et tout ça, c'est mis en libre accès. Tu peux télécharger la bibliothèque et développer un algorithme de ton côté. Tu n'es pas obligé de recoder tous les algorithmes de base de comment entraîner un algorithme. Donc là aussi, tu vois, ça, c'est des approches qui facilitent énormément l'accès et la création de nouvelles connaissances. Ça me fait penser un peu au papier, à la business de publication des papiers qui est justement... l'open access, de plus en plus, justement, les codes sont open access, mais les papiers ne le sont pas. Il faut que tu passes toujours par un journal, il faut que tu payes. C'est plus difficile. Ça commence à changer tout doucement. Ça commence à changer, mais c'est un peu dans le même type de problème. Ben ouais, mais tu vois, mon directeur, il se bat un peu contre ça. Il veut tout le temps qu'on publie puis que ce soit tout le temps en libre accès. Puis même qu'il m'a demandé, en fait, de mettre mon code R, parce que moi, je fais des analyses sur R, de mettre le code puis de le publier avec l'article. Mais j'ai pas eu le temps de faire le ménage dans mon code. C'est normal, ça prend du temps. Ouais, c'était un peu gênant, c'était n'importe quoi. Fait qu'on l'a pas mis finalement, mais j'aimerais ça le faire. Puis lui, je sais que dans un de ses articles, il avait mis son code de toutes ses analyses sur R. Puis moi, j'ai réutilisé tout son code. C'était merveilleux. Mais oui. Mais comme au final, tu sais, je serais contente de mettre mon code puis que quelqu'un l'utilise puis que ça peut faciliter sa recherche parce que il va travailler sur d'autres données. Là. Il y a un très beau cas justement en foresterie. Il y a une bibliothèque qui a été développée par le département de foresterie qui s'appelle LIDAR, qui est sur justement l'utilisation du LIDAR. C'était la blague justement. Sur l'utilisation du LIDAR en forêt pour essayer de détecter automatiquement les arbres et de faire le traitement de tout le processus. Et cette bibliothèque, elle a été mise en libre accès et elle est développée par Jean-Romain Roussel. Donc c'est lui qui a développé en fait l'algorithme. Et en fait, ça a été mis à disponibilité de tout le monde. Et il y a énormément de chercheurs qui l'utilisent maintenant. Et moi, j'ai dernièrement fait une relecture de papier.
qu'est-ce que je vois dedans? Utilisation de l'IDER. Ça a été fait par qui? Par le Québec, par l'Université Laval. C'est quand même beau, tu vois. On peut être fier que en fait, l'université a quand même contribué à un moment Mais oui. à l'augmentation des outils et des connaissances pour... Puis ça revient à ce qu'on disait, ça fait accélérer la recherche. Ah, c'est ça. tellement. C'est une collaboration en plein de places. Ça, c'est un très très bel exemple de... mais le problème, c'est qu'effectivement, ça prend du temps de... Et tu l'as souligné, hein, ça prend du temps de nettoyer un code, le rendre facile d'accès, facile de modification, d'utilisation. Le rendre en fait, moins gênant. C'est ça. Bah, Plus tu vas faire ce travail, en fait, plus tu as de chances qu'il soit réutilisé. oui. Et donc, il y a un Oui. intérêt, en fait, il y a deux intérêts. Il y a un intérêt, genre un peu utopiste, de dire les gens vont pouvoir l'utiliser. Ouais. Mais aussi, il y a un intérêt un peu plus égoïste qui est de dire, bon, bah, si j'ai aussi envie de me donner de la visibilité, bah, c'est quand même intéressant aussi pour moi de mettre ça à disposition et de dire, bah, regardez, Les gens vont j'ai fait me l'effort. citer, ouais. Tu vois. Genre, Ouais. c'est quand même Ouais, c'est intéressant, ça. tu vois, même d'un point de vue un peu plus individualiste, de pouvoir dire, bah, regardez, moi, j'ai mis à disposition ça, tu vois. Mais moi, je le vois quand même plus sur le côté collaboratif, parce que quand on est en recherche, enfin, en tout cas, moi, c'est le cas, j'ai envie de pouvoir apporter aussi un peu quelque chose. Oui. Donc, Ben, c'est tellement en recherche d'être limité par des affaires techniques. Ouais. Niaiseux. Tu sais, ta question de recherche est là, tes données, tes A, il te manque juste le petit, comme... La petite pièce de casse-tête, juste pièce pour que ça technique. Puis marche. celle-là, que ça a été développé par moi pendant 5 ans ou par quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Je veux dire, anyway, je copie pas ce que la personne a fait. C'est juste une Ouais. petite affaire technique. puis t'as pas envie de réinventer la roue si ça a Ben déjà été non, fait. c'est Qu'est-ce ça, que tu vas exactement. t'embêter à C'est ça. recoder? Exact. Y a-t-il une question que t'aimes vraiment pas te faire poser? En tant que doctorant en géomatique, dans ton domaine ou... Qui revient souvent, pis t'es comme, oh non. Pas encore que je réponde à ces Encore questions-là. cette question. Y en a peut-être pas. Je réfléchis, je crois pas. En fait, j'aime bien répondre aux questions. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de questions bêtes. Après, non, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, oh non, c'est vraiment nul comme question. Parce que, C'est en fait, toujours la même question. Nous, c'est la question qu'on se fait demander, genre, c'est quand tu finis. Ouais. Ah oui. Ah oui, si, en fait, t'as raison. C'est celle-là. En fait, Mais en fait, oui, il y en a une. Je l'ai pas encore parce qu'il me reste 1 an et demi. Mais ça va pas tarder. Et effectivement, heureusement, je suis pas le dernier en liste sur le prochain à finir. Donc c'est vrai que j'ai pas encore trop cette question-là. Mais c'est vrai que c'est une question qui va me tomber dessus à un moment. Ouais. Et je pense que ça va arriver vite. Donc, j'ai Un an et intérêt demi, il en reste pas beaucoup, là. Ah non, il m'en reste pas beaucoup. Ah Hein. non. C'est pour ça là, je suis en train d'essayer de carburer un peu. Parce que forcément, on a un peu les contraintes de publish or perish. Donc en gros, Ouais. il faut que je Faut publie absolument absolument publier. des articles. Et puis, il faut aussi de mon côté, il faut que je puisse montrer ce que j'ai fait jusqu'à oui. maintenant. Ben oui. Donc là, je suis dans la partie production de résultats pour essayer de rédiger ces articles et pouvoir montrer un peu ce que je fais. Mais effectivement, cette question-là peut vite être agaçante quand tu commences C'est à ça. traîner un peu. Bon, c'est quand tu finis, là. Après, ici au Québec, c'est un peu particulier dans le sens où, vu qu'on n'est pas forcément bien payé, c'est plus difficile de rester concentré. Moi, j'ai passé une session à enseigner. Et Oui, alors, c'est ça. Si tu avais une charge complète, j'avais t'avais un cours complet j'avais même d'enseignement. pas une charge complète, mais en fait, rien que de mettre à jour sur le matériel à enseigner, Ouais. ça m'a bouffé en fait bien la demi-session en termes de Ouais. temps de travail. Oui, Et- c'est un 25-30 heures C'est facile ça. que tu mets pas sur ton C'est doctorat ça. par semaine, tu sais. Donc moi, je l'ai fait du côté éducation, donc pour moi, c'est quand même bénéfique en termes d'expérience. Mais j'ai des collègues qui se font du Uber Eats, j'ai des collègues qui travaillent au McDo. Bon, Ouais. Ouais, tu vois, ça ralentit, oui, ça c'est ralentit ça. ta recherche. ouais. Et en attendant, la plus-value en sciences, elle est légère, tu vois. Donc, Ouais, c'est mais moi délicat. aussi, ça a ralenti mon parcours à cause de petits jobs que je me suis trouvé à ma C'est ça. côté. Puis, toi, je sais pas Puis comment tu podcast. fais pour avancer ton doc. Tu travailles tout le temps. J'ai pas de vie Mais sociale ouais, en c'est ce ça. moment. Surtout retour de vacances, toujours, je me noyais sous les tâches. Je commence à voir le bout du tunnel, honnêtement. Fait Ouais. que, mais oui, Mais je t'as sais pas- pas mais c'est comment parce je... qu'on a pas Ben, le j'ai pas le choix. choix, sinon il faut que je vende des photos de pieds sur Craigslist à un moment donné. Je peux pas faire ça, là. Tu sais, on parle tout le temps. Non, mais là, tu sais, c'est parce que, je sais, mais on est Non, pas c'est bien vrai, payé. ouais, je vais ouais, le mettre peut-être. C'est ça. Ben Oh, oui. des photos de pieds. Ouais. Mais c'est ça, dans le sens que, c'est ça, on fait un travail temps plein, mais on n'est pas payé ça à temps plein, puis... En fait, C'est moi, ça. ce que j'aime le moins, c'est qu'on est toujours considéré comme étudiant. Et ça, je trouve, c'est le Ouais. plus frustrant. Parce qu'on C'est fait ça. pas un travail d'étudiant, on fait un travail de chercheur. Ben oui. On Ouais. apprend à être chercheur, Ben oui, certes, exactement. mais c'est comme toute personne qui rentre dans la vie active apprend à un moment son métier. Nous, on apprend notre métier. Et pourtant, on a le tampon étudiant. Ouais. Ça a quelques avantages monétaires, heureusement.
Mais en Une chance. attendant, Ça, au moins, mais en le attendant- salaire C'est n'est pas pas imposable. Imagine. quand on discute à quelqu'un, oui, parce que ça, c'est une bourse. Mais du coup, il y a des vraies questions parce qu'en fait, je sais pas comment ça se passe ici, mais normalement, si on est considéré comme salarié, moi, en tant que Français, je cotiserai aussi pour la retraite française. Sauf que là, ça fait 4 ans que je cotise pas. Et ça, je vais le payer à la fin de ma vie. Donc, je vais devoir mon Dieu travailler Seigneur. 4 ans de plus. Parce que je touche des bourses, c'est pas un salaire, donc c'est pas considéré comme du travail. Donc, en fait, Oh genre, mon Dieu. On a tout ça au Québec, puis je le sais pas encore. Et du coup, vous retardez aussi votre entrée dans la vie active. Je Ouais. sais pas comment ça se passe exactement ici, mais il y a des chances que tu retardes aussi le moment où tu peux partir en retraite, parce que tu auras moins cotisé pour la retraite. Donc en fait, tu vois, c'est des questions qui sont Ben oui, puis délicates. toute ta vie va avancer plus lentement. là. Je veux dire, une maison, des enfants, tu peux pas en avoir. C'est ça. C'est quand tu vas être professeur, tu commences ta carrière vraiment plus tard que tout Ouais. le monde. Ah oui. Je regarde des gens qui ont mon âge, qui ont déjà une maison, 2 enfants, Ouais. je suis comme, quoi? Hein? Je mange des ramen pour souper, là, tu sais. Pardon? Mais ils ont une job depuis 5, 6, 7 ans. C'est ça. C'est un J'ai une peu de mes un- amies, elle a fait une technique au cégep, elle a fait sa technique, elle a une job, Ah oui, puis là, elle est enceinte de sa deuxième fille, tu sais. Moi, je suis comme, je suis en colocation, je mange des ramen, puis ouais. C'est ça, je ouais. mets de l'eau dans mon shampoing pour l'économiser, tu sais. On n'a pas la Ah ouais, même du coup, c'est littéralement, c'est un Eh acte oui. de foi, en fait, de faire de la recherche. C'est faut devenu vraiment un être acte de foi. passionné, parce Ah, que et pour ben, vrai, Ouais, il faut se dire que ça va devenir payant. ça va être, c'est ça, c'est un investissement, T'endettes pendant c'est ça. 7, 8 Et ans. encore, ça dépend des pays. En France, la recherche, elle est moins payée que le Ah privé. ouais? Ah ouais. Donc ici vous êtes Ben, quand même ici, bien, je sais pas. c'est quand même correct. Ici aussi, ça doit être moins bien payé que le privé. Mais par contre, en privé, surtout, là, je vous mens pas, hein, ce que je fais en informatique, du coup, sur le côté apprentissage, j'ai facilement un salaire à 80 000 de l'année. Ah ouais. Je payais 20 000. Fait que t'as décidé de... Enfin, voilà, à un moment. Non, mais c'est ça. foi. C'est pour ça que je dis c'est un Ouais. acte de foi, parce que c'est difficile de, Ouais. de dire non à Ah. ces choses-là. Et il faut être motivé par autre chose que purement l'argent. Et- Non, mais et c'est ça, délicat. mais c'est ça, c'est un investissement, on aime ce qu'on fait, on devient expert dans le domaine, tu sais, Ah ouais, mais tu sais. on Mais tu vois, aspire c'est à pour être ça que quelque j'aimerais- chose de plus aussi pas une Ce exigence serait, pour ce serait moins bien qu'on payer. on soit aussi considéré comme un peu plus qu'étudiant, parce qu'en Ouais. fait, tu l'as dit, on passe des heures et des heures à travailler, on charbonne vraiment dur, Mhm. et pourtant, quand tu rentres chez tes parents, c'est alors, t'as toujours pas quitté l'université? C'est ça. Puis il y a comme tellement une C'est quand différence tu rentres dans entre- la vie à active. l'école. Ah, t'es encore à l'école. Mais tu sais, mais c'est parce que, T'es encore à l'école, excuse. tu sais, être étudiant au bac, puis être étudiant gradué, on est non, étudiant, c'est mais c'est pareil. pas la même catégorie. Non. Tu sais. Puis tu fais plus autant la fête, hein. Oh, Ben, Seigneur, que non! non, ben, t'as pas le temps, puis deux, tu vieillis. Fait que, tu sais, Ouais. moi, ça me prend une semaine de m'en remettre. Fait que je limite, je bois plus d'eau. Ah, si t'avais un conseil à te donner à ton toi-même au début de ton parcours, quel conseil que tu voudrais te donner? En vrai, je pense le meilleur conseil que j'ai reçu, et que du coup, il faudrait transmettre à tous les doctorants qui commencent, c'est lire. Faut lire de la bibliographie, genre c'est tellement utile là, et c'est réussir à comprendre. Et au début, on est impressionné par la chose. En fait, Peut-être même démotivé par la chose. Ben, en vrai, c'est vrai. Hein, c'est parce que c'est vraiment difficile en fait de se mettre dedans, réussir à comprendre. Donc en fait, le meilleur moyen, c'est de lire la littérature Mhm. et essayer de comprendre. Et en plus de ça, ça apporte un autre avantage, c'est qu'on commence à on commence à comprendre où se situent les différents hubs de nos champs de recherche. Mm. Et ça, c'est super intéressant, surtout pour les masters. Ça, je le soulignerai encore pour les masters parce que c'est super important. Eux, ils ont déjà reçu une éducation sur la littérature. Mhm. Donc justement, si tu as lu un peu de la littérature scientifique, tu sais où aller en doctorat après. Oui, Parce que exact. tu sais où sont les hubs Ouais. qui t'intéressent, où Oui. sont les connaissances très intéressantes, où sont les les experts. journaux aussi qui Ouais, sont c'est plus vrai. spécialisés dans ton domaine et tout. Fait que tu peux vraiment plus Ouais. aller chercher. Ce que t'as Et besoin. en fait, genre, dans ta recherche de doctorat, c'est super utile. Et moi, en fait, j'avais mis un pied déjà dans la recherche, donc j'aurais pu faire ça, mais j'y avais pas pensé. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, les experts de mon domaine, ils sont à Karlsruhe, ils sont à Heidelberg, et c'est littéralement à 2 heures de chez mes parents. Oups! Et ils parlent allemand, donc j'aurais aussi pratiqué mon anglais. Mais je dis pas que je suis pas content d'être ici, hein, c'est super. Mais en attendant, ça aurait été aussi très intéressant de pouvoir être mélangé à ces experts-là, parce qu'ils font des papiers que j'adore lire et que je trouve vraiment fantastiques. Mais tu voudrais pas faire un postdoc à cet endroit-là?
Et justement, il est là l'intérêt aussi Ouais. de regarder ça quand tu es doctorant, c'est pour la suite. Comprendre où ça serait intéressant d'être postdoc, parce que être postdoc, c'est le moment où tu commences à être mélangé, t'es considéré à partir de ce moment-là comme un Ah, là, expert. c'est sérieux, là. Oui. Tu t'en vas dans un domaine que tu C'est vas ça, sûrement c'est créer ça. un laboratoire de recherche dans ce domaine-là. et donc- T'as pas le choix, là. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, d'avoir ça, ça te permet vraiment, en fait, de cibler Ouais. et d'être avec les experts. Et ben là, c'est le moment où tu t'amuses parce que ça va vite après. T'es mélangé avec tous les autres qui ont fait la même chose que toi. C'est super intéressant. Et là, vous pouvez vous faire des soirées de nerds à juste discuter pour moi, de lidar et de forêt. Et genre, c'est trop cool et on s'amuse, tu vois. Ça intéressera pas grand monde, mais au moins, nous, on sera heureux, tu vois. C'est ça. Ben, en fait, d'un coup, qu'il y aurait des auditeurs qui trouveraient ça vraiment fascinant, les lidars, puis la géomatique, puis même ChatGPT, à la limite. Aurais-tu quelque chose à conseiller, des ressources, un livre, un podcast, quelqu'un à suivre, vulgariser, mettons, pour en savoir plus là-dessus? Alors, sur tout ce qui est deep learning, j'adore la série 3 Blue, 1 Brown. OK. Et c'est genre, ou c'est 3 Brown, 1 Blue, je sais plus. En tout cas, c'est un mathématicien qui fait des vidéos de vulgarisation de mathématiques Mhm. et il explique extrêmement bien comment est-ce que le deep learning fonctionne. Il y a beaucoup de ressources qui se trouvent en général, mais cette série-là, elle explique vraiment le fondement en mathématiques et moi, je la trouve vraiment super. Après, en foresterie et en géomatique, j'en ai moins vu. Et il y a le Spot, qui est un podcast géomatique. Ouais. Et là, ça peut être intéressant pour mettre un peu un premier pied dans ce qui est géomatique. Et c'est vraiment super. Ils ont interviewé aussi une professeure de l'université de notre département, Sylvie. Et donc, ils présentent un peu ce qui se fait globalement en géomatique. En foresterie, je m'y connaîtrais un peu moins. Je ne saurais pas forcément conseiller. Mais Ok. voilà. C'est bon. Je pense qu'on a pas mal écoulé notre tap aujourd'hui. Mais ça Malheureusement. a été... honnêtement, j'aurais pu continuer des Ouais. heures. Là. C'est tellement intéressant. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Ouais, c'était vraiment fun. Fait qu'on te remercie pour ton temps. Bah Puis, ouais. Merci de m'avoir invité, parce que c'est quand même rare les opportunités où en tant que scientifique et doctorant, on a l'occasion de En tant que s'exprimer. doctorant, voilà. Exact. Et ouais, donc c'est vraiment cool que vous fassiez ça. Fait que ça va conclure notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais quand même encore remercier nos subventionnaires, donc le Bureau de la vie étudiante de l'Université Laval et la Faculté des études supérieures de l'Université Laval. Fait qu'on se retrouve pour notre prochain épisode qui va être aussi sur l'informatique. On n'en dira pas plus, mais on touche un peu à ce que tu fais. Fait J'écouterai ça. Merci beaucoup, puis on se Merci. retrouve plus tard. Bye bye. Bye. Salut!